Bonjour et bienvenue au 29e épisode de What is Love? Je m'appelle Meggy. Et moi, c'est Aïssata. On est content d'être de retour pour un épisode avant le dernier épisode de la saison. Ouais, on vous a. Là, on est un peu en retard, on sait, parce que l'épisode devait sortir la semaine dernière. Mais comme vous le savez, les câbles sous-marins en bas de Ah, l'eau là-bas, en Côte d'Ivoire, ont ah, été coupés. Il n'y avait pas Internet pendant une semaine. Ça nous a retardé un peu. Mais on est là. On voilà. est de retour avec une petite semaine de retard. En tout cas, nous avons un nouvel épisode qui promet. En tout cas, il faut l'écouter et plusieurs réflexions remontent en écoutant cet épisode. Une chose que je dois dire, c'est que le camp de la sorcellerie, c'est pour toutes les générations. C'est pour toutes les générations. Il n'y a pas, il y a pas de non, c'est pas cette génération-là. Non, Ah, mais all il faut bien generations count là. que les sorciers actuels ont bien été formés quelque part. Ils ont bien, Right? ils ont bien vu des exemples de sorcellerie. Donc, La partie là du film. Et moi, en écoutant, je me posais quelques questions, dont une. On a eu l'histoire précédente. Bon, je n'ai pas envie de spoil pour ceux qui n'ont pas écouté, mais espérant que vous écoutez les épisodes de manière chronologique. On a eu l'épisode dernier où il n'y avait pas nécessairement le sentiment amoureux avant le mariage. Donc, et les deux ne se connaissaient pas nécessairement plus que ça. Et je me dis, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, en l'occurrence, on parlait dans l'épisode dernier d'un couple qui vient de commencer, hein, assez nouveau. Euh, mais la question reste en fait, euh, à quel point est-ce qu'on doit connaître la personne qu'on marie et qu'on doit aimer la personne qu'on marie. Donc ça, c'est la première question que j'avais. Et je pense que cette question est un peu répondue par notre invité qui parle beaucoup de valeurs, connaître les valeurs et pas seulement s'entendre avant de se mettre en couple avec quelqu'un. Et je me ouais. dis, des fois, on connaît même pas nos valeurs, en fait. Quand je pense à la question que tu poses, je pense que c'est surtout se demander qu'est-ce qu'il faut en fait pour vraiment connaître quelqu'un, parce que Mhm, et quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Parce qu'effectivement, quand tu entends l'histoire de notre invité, tu te rends compte que tu peux penser connaître quelqu'un, mais souvent mhm, passer du temps avec quelqu'un, être ensemble tout le temps ou ce genre de choses ne va pas forcément te permettre de connaître la personne assez pour savoir si votre mariage peut marcher. mhm, Euh, mhm. et c'est là où, du coup, l'approche de l'invité de l'épisode 28 était intéressante parce qu'ils se sont posés beaucoup de questions importantes Ouais, et puis ont mhm. laissé tout le reste de, tu sais, l'habitude d'être ensemble, passer du temps ensemble, tout ça, ils ont laissé ça pour après en se disant ça, c'est plus facile à arranger si c'est difficile. Ouais, Euh, effectivement. et dans la situation de l'épisode actuel, c'est, ouais, tu te rends compte qu'il y a des grandes questions à se poser, mais aussi, je pense que l'autre question, c'est aussi, au-delà de ces questions-là, souvent tu vas poser les vraies questions, tu auras les réponses, mais Mhm, tu vas continuer quand même. mhm, La personne mhm, va te parler de valeurs qui sont peut-être pas importantes pour elle et tu vas te dire, c'est pas grave, moi, ça va, je peux gérer. Mais il y a des fois où dans la réalité, ça ne donne pas forcément ça, où tu te rends compte que des choses que tu pensais pouvoir gérer ne sont pas si faciles que ça à gérer, ou sont peut-être plus importantes pour toi que tu pensais. Comme par exemple, mhm. genre, est-ce que tu veux des enfants ou pas? Ah, Euh, ça. ce genre de choses? Ou est-ce que, je sais pas moi, comment vous voyez la vie, le futur, tout ce qui est carrière, tout ce qui est ambition? Il y a des choses que, il y a des fois au début, tu te dis, Mhm. ah, mais c'est pas grave. Et Et je du sais côté des valeurs humaines aussi, je voyais quelque part, c'est peut-être quelque chose qu'on peut penser que non, ça n'a pas d'importance, mais ça a une énorme importance. Quelles sont les valeurs? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais donner l'exemple. Quelqu'un disait, on peut avoir des désaccords sur quel, euh, quel goût de glace tu préfères, mais pas sur si quelque chose est un génocide ou n'est pas, ou si une vie humaine compte, des trucs comme ça en c'est fait. Tu ça, vas c'est évoluer avec important. quelqu'un, il y a des accords et puis il y a des accords. Ouais, parce que tu sais, Nous ne souvent, il y a pouvons des que... choses, tu te dis, bon là, c'est pas forcément lié à l'histoire de notre invité en ce moment, mais il y a des choses, tu vas te dire, ah, mais c'est pas grave si on n'est pas d'accord sur ce truc-là, parce que c'est des choses qui ne nous concernent pas. Mais si Mhm. aujourd'hui, vous n'êtes pas Ah. d'accord sur, par exemple, les droits des personnes LGBTQ, et que demain, votre Mhm. enfant fait son coming out pour dire qu'il est Oh, LGBTQ, oh.
ça devient une crise. Vous gérez ça comment si vous n'avez même Exactement, pas le même accord fondamental sur votre compréhension de la chose? Donc, exactement. Et ça nous ramène même au sujet du est-ce que c'est important que ton partenaire soit féministe ou au moins qu'il comprenne qu'il ait des valeurs même féministes, même s'il ne s'appelle pas féministe. Oui, c'est important parce que le jour où tu vis une injustice et on en vit en tant que femme et que tu dois l'expliquer et puis ne comprend pas, on ouais, a un c'est problème. chaud. C'est chaud. Et là, on vous fait un clin d'œil parce que c'est un petit preview à l'épisode qui va venir Ah, après. ça. On s'étend un peu plus sur le sujet. Mais Mhm. non, c'est sûr que le point clé que notre invité a donné, c'est vraiment s'interroger sur les valeurs de la personne que tu as en Ouais, face de toi. ouais. Et puis maintenant, la grande question, et puis je ne pense pas que quelqu'un ait forcément trouvé la recette magique pour ça, mais c'est vraiment comment traiter ensuite. Tu vas poser les questions, mais comment traiter l'information qui va venir vers toi et puis comment savoir Ah, si ce que tu as ah. entendu là, maintenant tu peux avancer avec ou bien tu peux pas avancer Mhm, avec. mhm, mhm. C'est ça qui est Ouais. difficile aussi. Ça me rappelle aussi une chose, c'est que les femmes qu'on a eues, qui ont été, qui sont tombées dans les camps de la sorcellerie, comment elles sont battantes en fait. Et on ne parle peut-être pas assez de la force qu'il faut pour se relever après ces histoires. Donc franchement, waouh, incroyable. Vraiment, vraiment, waouh. Autre chose pour moi, c'est peut-être un petit spoiler, mais je m'excuse d'avance du coup. Si vous voulez pas être un peu spoilé, vous pouvez juste avancer un peu et puis aller directement à l'histoire. Mais c'est de voir en fait comment le divorce est traité en Afrique et la vision que les gens Mhm, ont du divorce. mhm, Et le fait que malgré que dans certaines religions, etc., c'est autorisé, les gens soient vraiment contre, au point où ils vont voir quelqu'un qui souffre, mhm. ils vont voir quelqu'un qui pourrait être mieux en dehors d'une certaine situation, et puis ils vont quand même dire non, ne sors pas, reste, il Ouais, faut que tu ouais. restes. Et ça m'a poussé à me dire que je trouve qu'il y a, dans la société en général, il y a une tolérance à la douleur de la femme qui est trop Ah, élevée. ça, oh, girl, preach, Et que ce soit la preach. douleur émotionnelle, etc. Tu vas voir une femme qui est dans des situations de fou, mais tu vas dire non, faut t'accrocher, faut tenir. Comme le Mais, livre Les Impatientes, c'est comme ça que mhm, ça s'appelle comme mhm. ça parce qu'on dit dedans que chaque fois qu'elles souffrent, on leur dit Mounial, Mounial en poulard, qui veut dire patience, attrape ton cœur, tiens, parce que c'est ça la grande vertu d'une femme dans le mariage. Et c'est pas Mais normal. le fait de l'avoir entendu déjà, même à mon égard, qu'on me dise les femmes doivent tout supporter, en fait. Mhm, Elles doivent tout mhm. supporter et ça me choque, en fait. C'est grave. Mais, et des fois, je me dis, mais on est foutus, en fait. Ah, on est complètement foutu. Mais quand tu y penses, hein, c'est tellement deep que c'est à tous les niveaux de notre existence. Donc Mm. déjà, physiquement, dans le day-to-day, pour être une femme présentable, on te dit qu'il faut souffrir pour être belle. Donc Ah, tu vas aller, on va te tresser, on va te serrer ta tête au mhm, cou, peut-être tu vas perdre tes cheveux après, mais quand tu vas te mhm, plaindre, si même tu dis que mhm. tu as mal, on va dire, mais toi, tu es faible. Ah, Ensuite, si ça, tu fais souffrir pour être belle, tu vas être dans ton cycle, tu auras mal, etc. On va dire, mais c'est comme ça, c'est normal, ça fait pas si mal que ça, etc. Mais il y a alors que c'est tellement pas normal. d'étapes où Mm. physiquement, émotionnellement, Ou on est même, dans la par exemple, quand on souffrance. part à l'accouchement, il faut les femmes qui insistent qu'il faut qu'elles aient la douleur, pas d'épidurale, parce qu'il faut qu'elles souffrent pour... Mhm. On est dans Ou, cette logique à la France. euh, je sais plus, est-ce que c'est dans l'épisode que, je pense bien que c'est dans l'épisode, tu me corriges si c'est pas le cas, Mhm, que l'invité disait que quand elle parlait, par exemple, de l'accouchement avec ses collègues, mhm. tu en avais une qui était en mode, oh, ça va, c'est bon, c'est correct, c'est tranquille, ça s'est bien passé. Non, c'est Et pas dans donc, l'épisode, mais en tout cas, ça me dit quelque chose parce que ok, des c'est que j'en ai collègues parlé avec gars. l'invité en offline. Donc, l'invité peut-être avant l'enregistrement, disait que, ouais, quand elle a commencé à travailler, elle parlait elle avait une collègue qui venait d'accoucher, elles étaient entre femmes, et elle disait, ah, comment ça s'est passé et tout. Et t'en as une qui était en mode, ah non, mais ça va, c'est tranquille, écoute, c'est bon, hein, c'est fait. Et tu te dis, ah, ok, ça va. Et il y en a juste une autre qui a eu le courage de dire, non, hein, ça fait mal, genre, soyez Et... prête. Donc, même entre femmes, on se dit pas souvent Hum, les hum, vérités hum. parce que c'est Ouais, tabou de ouais, parler du fait que tu as eu mal. exactement, exactement, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, Et ouais, non, c'était OK de jongler une grossesse et un travail et des douleurs. Et... Non, c'est OK. et en De toute façon, foyer, tu dois assumer.
Ouais. Dépression postpartum. Ah non, j'ai plus ça. Oh, c'est Ah, bizarre. Alors ça, que, alors là. tu vois. Et Ouh. le simple fait que c'est seulement maintenant, même en 2024, là, qu'on est en train de nommer beaucoup de ces termes et Ah, que ça, maintenant, on fait des recherches dessus. Pourtant, les femmes existent depuis purée. la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Purée. En tout En cas, tout cas, sans vous spoiler davantage, je pense que c'est vraiment un très bel épisode à écouter. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans les DM pour en discuter. exactement. Et c'est pas souvent qu'on a des tantis qui ont vécu la vie un peu plus longtemps que nous, qui viennent nous Mhm, parler de leurs exactement. histoires. Donc, C'est la première, je pense, hein. c'est la deuxième. Ok, la première en romantique. En romantique, exactement. La première en romantique parce que l'autre tanti, c'était une histoire d'amitié. Mais ça fait Mhm. toujours du bien d'entendre la voix de la sagesse, un peu celles qui ont vécu la vie. Donc, allez Ouais, écouter ouais. et prenez note. Ah, ça. Et sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. En année de licence, pendant les vacances de l'année, à la fin de l'année de licence, j'ai une cousine qui organise une fête. Bon, il faut dire que il y a une chose qui est très importante. Tout le collège, tout le lycée, toute la fac, je suis sortie avec personne. Parce que ma mère, mon père n'arrêtaient pas de dire, les garçons là, t'as pas besoin d'eux dans ta vie. Tout ce qu'il te faut, réussis tes études, réussis ta spécialité, trouve un travail. Une fois que tu seras autonome, les hommes vont faire la queue et tu pourras choisir qui tu veux dedans. Tu seras jamais en retard. Et honnêtement, j'ai vécu ça à la lettre. J'ai pris ça à la lettre, à la lettre. Bon, peut-être parce que j'étais moi-même un peu garçon manqué, donc ça ne me gênait pas. À tel point même que quand un garçon avait le malheur d'exprimer sa flamme, honnêtement, il devenait mon ennemi. Je ne pouvais plus le sentir. Wallah, je le détestais, je le haïssais, je ne voulais même plus le voir devant moi. Wallah, c'était comme ça. Bref, année de licence, j'ai ma cousine qui vient en vacances à Abidjan. Ils avaient une ferme un peu à Loré, dans la périphérie abidjanaise. Et elle décide d'organiser une journée avec des amis. Et nous, quelques cousines, on décide d'aller l'aider. On va, on fait à manger, ses amis arrivent, tous des garçons, elle et moi, et une autre cousine, on était les trois filles. Bref, on a préparé, on a rigolé, on a mangé. Mais il faut dire que moi, je suis restée beaucoup en retrait ce jour-là parce que, manque de peau ce jour-là, j'avais une superbe diarrhée. Donc, j'étais entre la cuisine et les toilettes, quoi. Donc, bref. À la fin de la journée, les garçons ont fait le point entre eux là-bas. Et ils ont dit, les gars qui étaient là-bas en même temps, tu as flashé sur qui, toi, tu as flashé sur qui. Puis un qui dit, moi, il y a une derrière là-bas, là, cheveux courts, pantalon là. Moi, c'est celle-là, j'ai flashé sur elle. Le gars dit, ah, tu es faux, elle n'est même pas venue deux ou trois fois là où on était, elle était tout le temps en retrait. Il dit, mais c'est ça même. Et puis, il y en avait un qui était à la fac avec moi, qui a dit, ah, celle-là, je la connais, elle connaît papier, hein. Elle, tout ça dans des papiers sur moi. Elle est comme garçon, elle met les quais, tout ça pour venir à la fac. Le gars dit, j'aimerais bien en savoir plus sur elle. Et la semaine qui a suivi, ma même cousine qui aimait bien les dégagements a organisé une sortie en boîte. Et nous sommes allés en boîte et arrivé là-bas, le même gars était là-bas. Et en fait, il travaillait déjà lui. Mais il avait fait la fac comme nous. Il avait fait grande école de commerce. Il était rentré, il avait fait une profession financière. Et donc, quand l'autre lui a dit, ah, c'est une bosseuse, elle, tout son truc, c'est papier, elle veut aller faire une grande école. Il a dit, ah, lui, il a utilisé ça maintenant pour venir faire ses bagous. Oh, tu veux faire une grande école? Moi aussi, je fais grande école. Tu sais, je peux te donner des conseils. Il faut que tu viennes me voir. Je vais te donner des conseils. J'ai dit, ma cousine dit, le gars, là, est chaud, hein. J'ai dit, le problème du gars, là, c'est qu'on est en plein mois d'août. Il a mis botte, quoi. Il dit, oh, faut pas regarder ça. Il dit, ah, ça, c'est compliqué, hein. Il manque plus que la veste avec les franges. Et puis là, on est au Texas. Mais seulement que là, on est loin du Texas. Bref. Donc, le gars, il a les louches quoi sur moi en plus. Oui, n'hésite pas à venir me demander. Je peux te donner des conseils. Je sais ce que c'est. Moi, je fuyais le gars. Il travaillait. Donc, moi, ça faisait genre une position un peu grotto là. J'ai dit non, je suis pas derrière un grotto. Moi, j'ai pas besoin de lui. Bref, je continue. Et on avait un l'ami commun là, qui avait dit que oui, elle, ses papiers sont dans sa tête. Lui, chaque fois qu'il me voyait à la fac, hey, mon gars là, il demande après toi, hein. Tous les jours, mon gars là, il demande après toi, hein. Donc mes autres amis disaient, mais c'est quoi cette histoire du gars qui demande après toi? Je dis, non, laissez tomber, laissez tomber. Bref, ainsi de suite, tac, tac, tac. Année de maîtrise, je finis. J'ai ma maîtrise, je passe mon concours, je suis admise dans la deuxième grande école de commerce en France. Et donc, je plie mes bagages, je m'en vais. À cette époque, j'ai fini ma maîtrise. Maintenant, je commence à regarder
parmi les garçons. On commence à écouter maintenant les messages des garçons, les approches, tout ça. Seulement que bizarrement, dans cette période, c'est que les vieux qui viennent vers moi, quoi. Les plus 16 ans, plus 17 ans. Et il y en a même un qui vient vers moi et je dis, oh, c'est une bonne idée. Il n'était pas marié, il me dit, ouais, j'aimerais que tu sois ma fiancée. Je dis, oh, ça, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Moi, je veux bien à condition que tu me payes des voyages. Moi, j'aime voyager, je vais aller à Lomé, au Mali, et moi, les petits objectifs comme ça. Ça ne m'intéressait pas d'être amoureuse, ça ne m'intéressait pas d'avoir une relation où tu es mon copain, juste ta copine. Non, tu as l'argent, tu peux me payer ce que j'ai envie de faire. Tu me payes, je fais ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai fini mes études, depuis moi, je suis arrivée en haut, là, je continue moi-même de payer, mais en attendant, toi, tu payes. C'est comme ça, mon truc. I was like, I don't believe in love. Je ne crois pas en l'amour et je ne recherche pas l'amour. Je veux juste des commodités. Je veux pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sans avoir à trop réfléchir à comment je paye. Parce que autour de moi, je voyais mes amies, celles qui étaient amoureuses, j'avais l'impression qu'elles devenaient bébêtes. Et puis celles qui étaient amoureuses, mais pour lesquelles c'était pas réciproque, je les voyais se faire avoir, mais de façon lamentable. Et je me disais, bon, finalement, il n'y a rien dedans. Et puis, puisque j'ai vécu jusque-là sans manquer de ça, je ne pense pas que j'en ai besoin. Donc, pour moi, c'était plus tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est pratique. Donc, je commençais à aller avec ce monsieur. Et puis, comme j'étais pas très cachotière, donc je dis à ma maman, ah tiens, j'ai rencontré un monsieur là, je vais le marier. Il dit que je veux que je sois sa fiancée. Moi, il m'intéresse. Maman dit, je comprends pas. J'ai dit, si, le gars, il dit qu'il peut me marier. Et donc, un jour, on va vers le bureau du monsieur, quoi. Et puis, je suis avec maman. Et puis, je dis, voilà, le gars qui s'en va là-bas. Maman regarde le monsieur, dit, chi, chi, chi. Elle est bouche bée. Je dis, ah ben oui, hein, c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est pas le physique qui compte. Le gars va me payer mes voyages. Moi, c'est tout ce que je veux. Bref. En fait, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'un gars d'un certain âge comme ça, qui vient, qui te dit, je vais te fiancer, c'est un bandit avant, quoi. Le gars, c'était un bandit, c'est-à-dire, il était assez libéral, quoi. Vraiment, c'est l'expression. C'était un adulte libéral. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai fraya. Il y avait un dessin animé à l'époque, Speedy Gonzales, quand il court et puis tu vois ses pieds qui tournent dans le dessin animé, là. C'est comme ça que mes pieds ont fait. J'ai fui. J'ai dit au gars, pardon, dépose-moi ici, ça ne m'intéresse pas. Et puis c'est comme ça que je suis partie terminer mes 2 années d'école de commerce. Et j'étais toujours dans des bandes d'amis, tu vois, des amis. J'ai failli tomber amoureuse. Je crois que je suis tombée amoureuse d'un gars, mais je me suis rendu compte qu'en fait, lui, c'était un challenge. Parce que les gens disaient, la go là, tu passes avec elle comme ça, hein, ses papiers sont montés dans sa tête, elle n'a pas le temps, Et puis lui, c'était genre, j'aligne les go, pourquoi pas celle-là? J'avais l'impression que c'était un pari. Je m'en suis rendu compte très tôt, sans aller très loin. Je me suis dit, non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Abidjan pour commencer à travailler. Et puis le premier jour même où je suis rentrée au travail, j'ai une collègue qui m'appelle, qui me dit, ah, on a un ami commun là qui te cherche au téléphone. Je dis, hi, comment quelqu'un sait que moi je suis rentrée, j'ai commencé à travailler jusqu'à ce que c'est ici que je travaille, puis m'appelle. Je prends le téléphone, c'était l'ami au bot. Donc, on bavarde, on rigole, mais honnêtement, on était comme 2 potes. Tout de suite, on se met à bavarder, à rigoler. Bon, le soir, je passe te prendre, on va manger. Ok. Le soir, il passe me prendre. Tous les week-ends, tous les soirs, on fait quelque chose ensemble. Mais vraiment au début, comme 2 potes. Mais vraiment 2 potes. On rigole. Et un truc même qui m'a fait tomber, même c'est qu'on parlait le même dialecte. Donc beaucoup de blagues dans le dialecte. Beaucoup de choses en commun sur le plan religieux. Bon, il avait l'étiquette de la religion, mais je ne l'avais jamais vu pratiquer. Hein. Donc, mais pour moi, c'était déjà une validation. Et j'avais des amis avec lesquels on sortait beaucoup. Donc du coup... j'avais vraiment une vie pleine, quoi. J'avais mes sorties avec mes amis, qui étaient toujours en couple, d'ailleurs. Ça ne me gênait pas d'être la 3e roue du carrosse. Je m'en foutais éperdument, parce que moi, dans ma tête, je devais m'arriver à les 35 ans. À l'époque, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à travailler. Et puis, je me promenais beaucoup avec cet ami-là. Et puis, à un moment donné, les amis autour de nous ont commencé à se marier. Et puis, nous, on était là, on aidait, on était dans les groupes, organisations de mariage. Les gens nous voyaient toujours ensemble. Et puis, pour nous, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait... on a qu'à se marier aussi, tant qu'à faire. Et puis, on s'est mariés, mais on était tous les deux du genre... le mariage, c'est pas une prison, pardon. On se marie, on garde notre même entente. On fait ce qu'on a à faire. On n'est pas l'un le policier de l'autre. Et puis, chacun continue d'avoir ses amis. On n'est pas là pour dire... parce que je suis mariée, je peux plus voir mes amis. Moi, c'était le deal parfait. Je disais, mais ça, c'est trop cool.
Je fais ce que j'ai à faire. Et puis moi, depuis toujours, mais j'ai toujours beaucoup voyagé dans le cadre de mon travail. Donc je voyageais, je revenais, je voyageais, je revenais. Des fois, quand je revenais, j'avais des amis de voyage qui venaient. Donc des fois, comme ça, je peux dire, écoute, j'ai un ami qui est de passage à Abidjan, on doit aller manger, 22h, 23h, je sors, je reviens. Pas de problème. C'était vraiment cool. Et les gens me regardaient en se disant, et moi, je disais, non, c'est cool. C'est l'autonomie, chacun indépendant. Mais je ne me rendais pas compte que dans cette autonomie-là, c'était devenu une vie parallèle. C'est-à-dire, on vivait côte à côte. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et moi, je ne trouvais pas nécessaire de vérifier parce qu'on ne me vérifiait pas moi. Et les gens autour faisaient des allusions. Donc, c'était genre, voilà, tu fais confiance, hein? Chaque fois que j'entendais cette remarque, j'étais contre la personne. Je disais, ça, voilà, ça, c'est des apporteurs de troubles. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, petit à petit, il y a des petites scènes qui ont commencé à s'infiltrer. Genre, par exemple, j'ai une cousine qui vient, et puis elle le connaît. Il la connaît. Je dis, mais je comprends pas. Elle et moi, là, on a le même nom. Comment ça se fait que tu m'as jamais demandé si on se connaissait, si tu la connais si bien? Et de la manière dont vous vous connaissez, là, vous vous connaissez, mais vraiment bien, quoi. Et je demande à ma cousine, mais comment tu le connais? Elle me dit, ah, laisse, petite sœur, laisse. Je lui demande à lui, il répond pas bien. Et donc, il y a eu plusieurs petites scènes de ce genre où il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Mais sur lesquelles moi aussi je passais, quoi. Je me disais, je m'attardais pas. Mais, tu vois, c'est des petites choses. Tu remarques, ça se longe quelque part dans ta tête. Tu avances, une autre scène encore vient, ça se loge quelque part dans ta tête. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à faire un volume. Et après, c'était les remarques de ses amis. Du genre, mon ami là, va pas changer, hein. Des allusions bizarres. Mais tu es une bonne femme. Ah, vraiment, mon ami là, elle a une trop bonne femme. Au début, pour moi, c'était un compliment. Puis un jour, je dis, ça a l'air moqueur. Donc un jour, je dis à une amie, je dis, tu sais, les gens là, à chaque fois, ils disent, il a une bonne femme, il a une bonne femme. Et puis on avait quand même un écart d'âge. Il avait 9 ans de plus que moi, donc ses amis étaient aussi des gars un peu plus âgés. Mais moi, je voyais pas ça en mal. Et puis c'est un jour là, une amie qui en avait marre de me regarder faire le clown qui me dit, écoute toi, pardon, ouvre un peu tes yeux. Mais ça veut dire que ton bonhomme, il a des dossiers dehors et tu regardes pas assez, tu surveilles pas assez. Il y a des dossiers qui te passent sous le nez et toutes ces histoires de je suis au travail, je rentre tard, c'est pas forcément que du travail, il y a autre chose. Mais quand on me faisait ce genre de remarques, je regardais la personne et je disais, mais attends, tu es sérieuse? Avec la charge de travail que ce gars-là a, tu l'imagines en train de courir les femmes? À quel moment il va courir les femmes? Faire son travail, rentrer à la maison toi aussi. Réfléchis un peu. Même si on dit. Donc, quand je disais ça, même les amis les plus proches, quand me voyaient réagir comme ça, se disaient, ça là, vaut mieux ne rien dire. De toute façon, la go veut rien voir, faut la laisser comme ça. Premier enfant arrive, là même c'était pire, parce que quand le premier enfant arrive, je suis carrément comme dans une forme de drogue, quoi. C'est-à-dire, je suis fond du bébé jusqu'à... D'abord, même premier jour, on me dit, je suis enceinte, là, toute ma vie tourne autour de ma grossesse. Mes nausées, préparer la chambre du bébé, acheter les vêtements, préparer la layette. Donc, c'était vraiment ça, quoi. J'étais hyper occupée. Parallèlement à travailler, parce que j'allais encore en mission avec la grossesse. Du coup, ma vie était pleine. Quelquefois, il y avait des petits manquements. Je sentais qu'il n'y avait pas trop d'attention, mais on se taquinait. Pour moi, c'était genre, il veut pas que je fasse le bébé gâté. Je me disais pas, il me malmène. Je me disais, il veut pas que je fasse le bébé gâté. Ce jour, les dû. Donc, je lui en voulais pas. Quand, par exemple, j'ai un gâteau à minuit, il me dit, pardon, prends du pain et confiture, ça fera l'affaire. Je me fâchais pas, quoi. Te dire à quel point je n'avais aucun doute sur quoi que ce soit. Et donc, quand le bébé naît, je suis toujours dans cette euphorie-là. Et puis quand le bébé commence à avoir 1 an, je commence à organiser les anniversaires. Donc chaque année que c'est l'anniversaire du bébé, j'ai des amis de ma génération et tout ça qui viennent. Il y en a même qui n'ont même pas d'enfants, qui viennent, mes parents, mes frères, mes soeurs, on vient, on fait la fête pour le bébé. Tout le monde est là, mais jamais le papa. Parce que le papa disait, oh, tu sais, moi, les enfants, c'est pas mon truc. Et moi, je me disais, bon, ok, si les enfants, c'est pas ton truc, moi, les enfants, c'est mon truc. Donc déjà, même pour tomber enceinte, c'était, oh, tu sais, moi, si ce n'était qu'à moi, on n'aurait pas d'enfants. J'ai dit, ok, tant mieux. Dans ce cas, libre à toi, moi j'aurai un enfant. Donc j'ai mon enfant. Quand je fais les anniversaires, il n'est pas là. Quand on doit sortir, je dis, on prend l'enfant. Non, 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 non. Quand on sort avec l'enfant, moi c'est comme si je ne suis pas sortie. C'est comme si on est à la maison. Moi, j'aime pas trop ça. Ok. Quand on va au supermarché, j'ai les courses en main, j'ai le bébé en main. Un jour, on passe et puis on a un de ses amis qui nous voit dans le parking. Il dit, mais mon ami, toi aussi. C'est ta femme qui est derrière toi avec bébé, puis sac, tout ça là. Et puis toi, tu marches devant. Il dit, ah, laisse-moi, Joe. Bon, en fait, j'étais avec un parfait goujat, mais je m'en rendais pas compte parce que, bon,
Peut-être parce que j'étais trop indépendante et puis je n'attendais rien de personne, tu vois, j'étais pas du genre à attendre qu'on attrape mon sac, etc. Donc j'avançais avec ça. Et puis j'étais jeune peut-être, parce que j'avais 28 ans quand j'ai eu mon premier enfant. Quand l'enfant a eu 2 ans, une fois, il y a eu une grosse crise. Et puis, une de mes amies m'a dit, j'en ai marre de te voir fonctionner comme si tu veux rien voir. Il faut que tu ouvres un peu les yeux, ça suffit comme ça. Ton type là, il ne te mérite pas, il n'est pas bien. Il n'est jamais là. C'est pas parce que il fait les choses de façon inconsciente. Au contraire, il s'amuse de cette indépendance que tu as là pour vivre une double vie. C'est un homme à femme, c'est un homme qui a ceci, qui a cela. Il t'a épousé rien que pour faire bien, mais en fait, il n'en a rien à foutre de toi. I was like, comment tu peux dire des choses comme ça? Et la personne était tellement écœurée, elle me dit, va lui dire, et va lui dire que c'est moi qui t'ai dit. Ah, elles ont me dit ça 2 fois. Je suis assise, j'attends l'individu rentrait tous les jours vers 23h, bien sûr. J'ai dit, mais il paraît que tu ne m'aimes pas, que tu m'as épousé pour la forme, et que tu as une double vie, que voilà, tu as des petites copines dehors, etc. Et l'individu est resté silencieux. Il attrape sa tête. Il me regarde. Jamais je ne t'aurais fait ça à toi. Je t'ai toujours dit de ne jamais laisser qui que ce soit se mettre entre nous. Jamais je ne permettrai à qui que ce soit de dire du mal de toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un vient te dire des choses sur moi, tu t'assois, tu écoutes. Tu écoutes jusqu'à même tu viens me demander. Ah! Je ne te pardonnerai jamais ça. Je ne peux jamais te pardonner ça. Laisser les gens venir mettre du trouble dans notre couple. Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Maintenant, moi, je suis là, je ne sais plus quoi penser. Je dis, Maintenant, je me vois la personne. Je dis, bon, comme tu as dit que toi-même, tu peux venir parler là. Il faut venir lui dire que ce que tu as dit là. Voilà les preuves. Et voilà les preuves. La personne dit, non, j'ai réfléchi, je ne veux plus. Tu dis quoi? La personne dit, non, j'ai réfléchi, je ne veux plus rentrer dans ça. Non, non. Entre-temps, l'individu me chauffe tous les jours. Il faut que tu me dises qui t'a dit ça. Tant que tu me dis pas qui t'a dit ça, là, je ne te pardonnerai jamais tant que tu m'as pas dit qui t'a dit ça. Donc, me voilà maintenant, entre deux feux. J'ai dit, tu sais quoi? Moi, on m'a dit. Maintenant, là, tu veux, tu crois pas, on m'a dit. Et je viens de te demander. Maintenant, c'est à toi de me dire c'est vrai ou c'est faux. Comment tu oses même me demander si c'est vrai ou c'est faux? J'ai dit, bref. Je me tape une petite crise à cette époque, mais une vraie crise, hein. Je perds des kilos, je suis dans le doute, je pleure, je pleure. Bref, ça passe. Je me remets à fond dans mon travail, je me remets à fond autour de l'enfant qui commence à aller à l'école. Et puis, j'ai eu des moments de doute où je voulais partir. Après, je me suis dit non, de toute façon, moi, je ne peux pas partir parce que moi, tous mes enfants doivent avoir leur même père. Et puis, je ne peux pas me permettre d'avoir des enfants qui ont différents pères. J'ai pas envie d'avoir des enfants et puis on dit ce week-end je vais chez mon papa, l'autre dit je vais chez mon papa. Donc je vais finir ma cuvée là ici. Donc à l'époque je voulais avoir 2 enfants. Donc je cherchais maintenant mon deuxième enfant. Et puis j'ai eu ma deuxième fille. Quand j'ai eu ma deuxième fille, Dieu dit bon toi là, comme tu veux pas voir là, moi-même je vais te montrer maintenant. Parce que tu exagères. Donc, dans le congé maternité, je lui disais, mais tu restes pas un peu avec moi? Tu es toujours sortie et tout. Ah, mais j'ai des choses à faire. Je t'ai toujours dit, j'ai des choses à faire. Je dis, mais aujourd'hui, c'est férié. Quelle chose tu as à faire? Non, 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 je dois aller tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Donc, je me retrouvais seule avec mes 2 bébés. Et puis, bon, je m'occupais tant bien que mal. Bon, c'était pas trop du genre à m'apitoyer sur moi-même. J'en souffrais, mais j'en faisais pas un bagage, quoi. Je me disais, c'est dommage, mais j'aspirais pas non plus à autre chose. L'amour que j'avais pour mes bébés, là, m'occupait beaucoup. Et puis un soir, il y avait une veillée dans une église du côté Abidjan Sud. Donc, je décide d'aller à la veillée et avec une collègue, parce qu'on a un ami qui avait perdu sa maman. Et puis, au retour, vers 19h, chemin faisant pour rentrer chez moi, je vois la voiture de mon élément, mais qui va pas dans le sens de la maison. J'ai dit, aïe, ça là, c'est quoi ça? Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu un esprit de Colombo comme ça qui est sorti en moi. Boum! Je te dis, j'ai fait un demi-tour. Je sais pas si vous avez connu les films Starsky et Hutch là. Voilà, j'ai tourné comme Starsky et Hutch. Je me suis mise à suivre. Me voilà en train de faire du suivi dans Abidjan là. Donc, je suis la personne, je suis la personne, je suis la personne. La personne va quelque part, la personne s'arrête. Dans une petite rue pas très éclairée, une jeune dame monte. Je suis. On va là où ils étaient censés aller. On arrive là-bas.
Dans ce genre d'endroit, tout est bien réglementé. L'individu vient se garer, il va à la réception. La réception est comme un guichet ouvert là. C'est un parking, un grand parking. Et puis tu as un guichet. Le concerné prend sa clé, va prendre la dulcinée et puis va là où, au numéro qui correspond au numéro de clé, etc. Bref, un endroit où les habitués savent comment ça fonctionne, tout ça. Moi, j'arrive, je vois ça, donc je me gare presque au portail, j'allume mes phares. Oh, c'est un endroit où on n'a pas besoin de trop de lumière, surtout dans le parking, tu vois. Donc, du coup, les gars de là-bas courent, ils viennent. Madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Éteignez vos phares, s'il vous plaît. Je dis, j'éteindrai mes phares quand vous aurez dit à la personne de la voiture là-bas de venir me voir. Ok, mais éteignez vos phares en attendant, s'il vous plaît, madame. Ok, j'éteins mes phares. Donc, ils sont appelés l'élément pour dire, élément, tu es demandé. Entre-temps, la dulcinée est assise dans la voiture là-bas, côté passager. Donc, le monsieur vient, il dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, moi, je sais pas. Toi aussi, tu fais quoi ici? Maintenant, nous voilà, nous donner là. Moi, je parle pas. L'élément parle pas. Et là, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'élément dit, ok, va à la maison, je te rejoins. Ok. Et donc, l'élément va monter dans la voiture. Je vois qu'ils sont assis, ils sont pas en train de descendre, ils sont pas en train de démarrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à klaxonner dans le parking. Pim, pim, pim. Panique dans la fourmilière. Ça panique. On ne sait plus pour qui on klaxonne. Donc, les gars courent, vont voir l'élément pour dire, monsieur, s'il vous plaît, il faut que vous partiez d'ici. Donc, l'élément, avec l'autre qui est devenu comme une statue sur le siège passager avant, il revient d'abord vers moi et me dit, il faut que tu t'en ailles, je t'ai dit d'aller à la maison, je vais te retrouver. Je dis, attends, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Ou bien, klaxonner là, c'est pas assez. Il faut que je descende pour aller crêper le chignon à la personne qui est assise sur le siège avant. Ça aussi, je peux faire. Hein. Donc, si tu veux qu'on aille à la maison, on se suit. Tu te mets devant, je te suis. Mais si tu veux pas, je peux aussi faire un autre modèle, c'est-à-dire aller me mettre à crier, faire un scandale devant la personne qui est dans la voiture que j'ai même pas envie de connaître. Et il m'a dit, bon, ok, c'est bon. Il monte dans sa voiture, puis il s'en va. Donc je le suis. Voilà, maintenant que l'élément ne sait plus où aller, on est en train de tourner dans Abidjan. On tourne, on va, on prend un pont là-bas, on finit, on prend un deuxième pont là-bas, on tourne. Finalement, j'ai dit, est-ce que ça, c'est pas un stratagème? Fallait me mettre dans un coin noir et me tuer là-bas. On sait jamais. Donc, j'appelle ma soeur, je dis, Joe, j'ai attrapé mon élément ici, je suis en train de le suivre. Donc, je suis en filature. S'il y avait un problème, il faut me dire, voilà l'autre là-bas qui panique. Tu es où? Ça se passe où? Dis-moi, ne te mets pas en danger. Il dit, je te dis ce moment. Je raccroche. Et là, on avait quand même les téléphones cellulaires à cette époque. Et donc, j'appelle, je dis, allô? Excuse-moi, tu ne reconnais plus le chemin de la maison? Fous-moi la paix. Ça, c'est ce qu'on me dit. Je dis, ok, mais si tu prends pas le chemin de la maison, je vais te cogner. Je te cogne. Je m'en fous, cogne-moi. Et j'accélère. Et je le cognais. Et les femmes sont bizarres. Bref, on tourne. Heureusement que j'avais de l'essence, hein. Enfin, ça, c'était pas prévu. Donc finalement, l'élément tourne jusqu'à... On s'est garé chez un de ses amis. Il sort. L'élément, l'autre, la statue reste à l'avant. Et l'élément rentre chez son ami. Et puis je vois son ami qui ressort, prend le volant de la voiture de mon élément pour aller déposer la jeune dame. Et à ce moment-là, il vient vers moi. Je suis assise dans ma voiture, je parle pas. L'ami là, il sort, on dirait un robot. Son cou, on dirait qu'il y a un fer dedans. Il peut pas tourner pour regarder du côté où je suis. Il monte dans la voiture, il démarre, ils sont avec la go. Le gars vient, il me dit, bon, tu peux rentrer maintenant? J'ai dit, mais j'ai dit qu'on rentre ensemble. C'est ça que tu n'as pas encore compris. Tu m'emmerdes, fais ce que tu veux. Il rentre chez son ami. Son ami va, dépose la personne et il revient. L'autre monte dans la voiture. On se suit. On va à la maison. Arrivé à la maison, les jeunes filles de la maison, plus ma fille qui m'attendait. Maman. Bon, je fais la bise à la petite. Les jeunes filles de la maison trouvent que tonton et mon tati sont venus en même temps et puis ils sont bizarres. Et je dis, on te chauffe ton repas? Non, merci, j'ai pas faim. Ok, pas de souci. Bon, moi, je vais faire mes prières à tout à l'heure. Puis c'est comme ça, on a dormi. Après, là, c'est comme ça. Donc, le lendemain, on m'explique que oui, tu sais, vraiment, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Franchement,
Je m'excuse. Honnêtement, je m'excuse. Franchement, j'ai honte. Et maintenant, il faut dire j'ai honte et puis on va s'arrêter là. Et puis moi, j'ai fait semblant de dire, bon, on laisse passer. Qu'est-ce qu'on va me dire pour mettre dessus? Mais tu sais, moi, à ta place, j'aurais jamais fait ce que tu as fait. J'ai dit, mon ami, si tu fais ça encore demain, là, je vais te suivre. Chaque fois que tu vas faire un truc comme ça que je vais te voir, je vais te suivre. Maintenant, moi, là, si tu m'as attrapé dans ça, là, si tu veux, tu me suis, si tu veux, tu me suis pas. Mais moi, là, je vais te suivre jusqu'à demain. À partir de là, je commence à faire des enquêtes pour savoir qui est cette personne. Et vraiment, c'était de vraies enquêtes. Hein. Franchement, CIA, fouiller le cellulaire, tous les trucs de inspecteur d'Eric. À l'époque, il y avait un film allemand là. Vraiment, j'étais inspecteur d'Eric. Sûr. Fouiller le téléphone, aller voir les compagnies, comprendre, relever d'appels, tout ça. La relation là, elle a été concentrée jusqu'à. Ils sont restés ensemble pendant peut-être 2 ou 3 ans hein, après ce truc là. J'avais tous les éléments. Maintenant, le truc, c'était quoi? Tu pars ou tu restes? D'autant plus, j'avais ma deuxième fille. Tu vois, non? Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais partir. Donc, je dis à mon ami, je dis, bon, écoute, mon élément. Apparemment, nous deux, là, on n'a pas la même notion du mariage. Moi, pendant longtemps, je pensais que l'autonomie qu'on avait, là, c'était une autonomie basée sur le respect et la confiance. Mais je me rends compte que c'est une autonomie basée sur la duperie. Et puis, moi, c'est pas ça ma conception du mariage. Je suis désolée. On va se séparer. C'est pas mieux. À cette époque, non, l'élément était encore dans sa vigueur. On lui a dit, ben écoute, tu fais comme tu sens, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Je suis allée louer une maison, payer l'électricité, tous les trucs. Je dis, bon, je vais prendre mes enfants, je vais partir, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mamie, les Africains, le divorce. Pas dit ça quand même. Les mentors que j'avais du côté homme, du côté femme, ma mère d'abord, non, faut pas faire ça, les enfants sont petits, c'est pas bien. Je dis, je ne vous ai pas demandé votre avis, moi je m'en vais. Et puis j'avais un mentor, mais un monsieur d'un certain âge que je respectais tellement. C'était un grand patron d'une société là. Il était tellement bien. Donc on mangeait une fois par mois pour parler un peu carrière et tout. Et puis ce jour-là, je lui dis, on a fini de manger. J'ai dit, Joe, j'ai oublié de te dire, hein, moi j'ai pris une maison, je suis en train de partir. Quoi? Et c'est maintenant que tu me dis, j'ai une réunion, je ne peux pas parler longtemps, mais tu ne vas pas faire ça. Tu ne fais pas ça. Ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, tu dis que tu vas faire ça parce que tu as un bon salaire, tu as une bonne fonction et tout. Mais qu'est-ce que tu veux montrer à tes enfants? Tes enfants sont jeunes, tu es jeune. Ça veut dire que tu vas avoir d'autres relations. Donc tes enfants vont voir les hommes défiler dans ta vie. Non, non. On ne règle pas les problèmes comme ça. Non. Je dis, mais c'est compliqué. Moi, j'ai déjà payé des cautions, j'ai déjà payé des trucs. Non, mais si, il faut, je vais te rembourser tout ça. Et tu pars pas. Tu sais, je connais une dame là, elle est partie comme ça parce qu'elle avait une bonne carrière et tout. Mais tu sais, quand elle est partie, elle a perdu son emploi. Et comment elle a fait après? Elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Donc, cette façon que vous avez maintenant de vous en aller dès que ça ne va pas, là, c'est pas sage. C'est pas sage pour les enfants. C'est pas prudent. Et on ne règle pas comme ça les problèmes de couple. Donc, je m'en vais dire à la dame de l'appartement que finalement, j'abandonne. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous résiliez votre abonnement pour que moi, je puisse permettre au prochain locataire de faire son abonnement. Il va de soi que je ne vous rembourse pas votre caution. J'ai tout perdu. C'est pas grave. Au bout de 2 mois, un jour, les enfants me disent, mais en fait, toi, tu n'avais pas dit que tu partais. J'ai dit, non, finalement, j'ai changé d'avis, je reste. Ok. L'élément continuait sa vie. Et puis, on a eu un fait qui nous a vraiment changé un peu de cadre. On a eu un changement professionnel qui nous a vraiment fait changer complètement de cadre. On s'est dit, oh, bon, c'est peut-être ce changement de cadre-là va créer un renouveau, etc. Et moi, j'avais dit, écoute, je pars pas. À partir du moment où j'ai décidé de ne pas partir, je vis avec ce qu'on me donne. C'est-à-dire que si la bonne entente, parce qu'on s'était jamais querellé, on s'était jamais engueulé, on s'engueulait pas. On se disait nos vérités, mais on n'avait pas besoin de s'insulter. Et moi-même, par mon éducation, je n'ai pas dit imbécile à quelqu'un. Et j'avais toujours dit à mes petites sœurs, à mes petites cousines, là, que quand tu es mariée, là, le jour où tu prends tes bagages, tu sors, là, tu reviens pas. Donc, je suis pas dans les histoires où tu sors d'un foyer parce que tu es fâché, tu boudes, et puis après, tu reviens 2 semaines après. Si après mes bagages, je suis partie, je reviens pas. Donc, si je reste aussi là, j'essaie de faire de l'endroit un endroit vivable. Parce que ceux qui vivent avec nous dans la maison ne sont pas censés supporter les états d'âme et les dysfonctionnements du couple. Donc, je suis restée. Et puis, chemin faisant, j'ai repris ma carrière. Ce problème-là n'était plus un problème. On vivait parallèlement, comme on faisait là, mais sans animosité, tu vois. Et les petits signes là sont encore revenus.
Les petits signes sont encore revenus. J'ai commencé à voir que mon ami a reparti dans une autre histoire encore. L'élément était chaque fois dans une nouvelle histoire. Donc, je reconnaissais les choses, je reconnaissais les mensonges, je reconnaissais les attitudes. De temps en temps, je vérifiais dans le cellulaire. Ça me confirmait que ça n'allait pas. Et puis, bon, ça a traîné comme ça. Et puis, voilà que je tombe enceinte. Troisième enfant. Troisième enfant, lui, il arrive à ce moment-là, je crois que j'ai 10 ans de mariage. Et changement professionnel encore, on n'est plus dans la même ville. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave, on n'est pas dans la même ville, on n'a pas besoin d'être dans la même ville, mais on se voit à congé réglé. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était que les enfants vivent dans un foyer. C'est-à-dire qu'il y a papa et maman dans leur vie. En fait, c'était une illusion. C'était une illusion. Donc, le dernier arrive, la vie continue, les vacances, on est là-bas, les vacances, on fait la navette, quoi. Le père vient voir les enfants vont voir le père avec moi. On faisait cette navette-là. Et bien entendu, l'épreuve d'aventure continuait de jalonner notre vie. En fait, ça me faisait plus mal, mais à un moment donné, j'ai commencé à sentir un manque d'amour. J'ai commencé à avoir besoin de quelqu'un sur qui m'adosser. J'ai commencé en dehors de mes frères et sœurs de ma famille, parce que j'ai une famille hyper charmante, j'ai des enfants adorables. Honnêtement, de ce côté-là, l'amour là m'inondait et je leur en donnais vraiment. Mais je commençais à me sentir, j'arrivais vers les 40 ans et je commençais à avoir besoin qu'on m'aime pour moi, qu'on m'aime en tant que femme. En je sais pas combien d'années de mariage, j'ai jamais acheté une robe de soirée. Un jour comme ça, je regardais un film et puis la femme avait une robe de soirée. J'ai dit, mais moi, mais j'ai jamais eu une robe de soirée. Je suis jamais allée à un gala, je suis jamais allée à un truc, mais ça me gênait pas parce que mais j'ai commencé à vouloir ces petites choses glamour là. Un jour, l'élément vient me voir, j'ai dit à l'élément, j'ai dit, tu sais quoi? Nous deux là, vraiment, on est des voisins. Mais est-ce qu'on a besoin de se détester? Parce que moi, il y a des choses que j'attends que je n'ai pas. Et que tu ne peux pas me donner, pas parce que tu es méchant, mais parce que naturellement, tu n'as pas les dispositions pour me donner. Est-ce qu'on ne peut pas se séparer? Non, à Abidjan ici, il y a plein de couples qui ne vont pas. Le divorce n'a jamais été une solution. C'est quoi cette histoire? Ok. 2 ans après, mon élément. Et si on s'est séparés? J'étais toujours dit que je ne crois pas en ce genre de choses. Quand on a atteint 20 ans, mon dernier avait 9 ans. C'est un jour, mon dernier me dit, mais maman, toi et puis papa, on dirait même pas que vous êtes un couple. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, je sais pas. Vous êtes des camarades. Mais on dirait pas. Et pourquoi? Parce que quand tu vas chez tes amis, tu entends leur papa dire à leur maman chérie, ou leur maman dit chérie à leur papa. C'est pour ça que nous, comme il n'y a pas ça. Non, 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 tu sais, tu vois le tonton truc là. Papa, c'est comme s'il était lui pour toi. C'est-à-dire comme s'il était ton ami, comme tonton un tel, comme tonton un tel. C'est comme si c'est ton ami. Lui, c'était son regard d'enfant, c'est sa façon de dire. Et par contre, mes 2 grandes filles, c'était du genre, franchement, un jour, il faudra que tu nous expliques qu'est-ce qui vous a unis. Elle disait, vous êtes tellement opposés l'un à l'autre, vous n'êtes tellement pas pareils, vous n'avez tellement rien en commun qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qui vous a unis. Et là, je me suis dit, mais attends, ma copine, tu te mens à toi-même. Tu te dis que tu restes pour les enfants, et les enfants, eux, ils n'ont pas l'impression qu'ils sont dans quelque chose. Donc, comme on dit au Cameroun, mieux tu quittes, mieux tu pars. Donc, j'ai encore essayé, je parlais à l'élément pour dire, bon, mon élément, ce serait bien qu'on se sépare et tout. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais bon, je commence à aller vers 40 passés. Et j'ai vraiment besoin de savoir ce que je peux faire de ma vie. Je ne peux pas être dans une vie de couple qui ne correspond vraiment plus à rien pour moi. À ce moment-là, ma chère, je dévorais les livres de développement personnel, les livres audio, les livres écrits, les... Ouh là 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 là. Lao Tsung. Je lisais tout. Tout, pour essayer de comprendre quoi, je ne sais pas. Jusqu'à un jour, je me suis levée, j'ai dit, bon, attends, si je reste dedans là, je gagne quoi? Si je sors aussi là, je perds quoi? Je me rends compte que je gagne rien et je perds rien. 0-0. Je me dis, ben, dans ce cas, pourquoi je reste là, dans une situation où je vais finir par détester quelqu'un? Donc à ce moment-là, je m'assois, je dis à l'élément, bon, écoute, cette fois-ci, c'est bon. Je pense qu'il faut qu'on soit fort et qu'on mette fin à ça. Ah non, 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 moi je gère pas mes choses comme ça. Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Ceci, cela. Ok, pas de problème. Je suis allée en vacances.
Comme je venais en vacances chaque mois d'août, un mois d'août, je suis arrivée, j'ai vidé toutes mes affaires. Tout. Et les enfants étaient là. Ouais, mais pourquoi tu déplaces toutes tes affaires? Mais pourquoi tu enlèves ça ici? Pourquoi tu... J'ai dit, non, cette maison est trop sale. Il y a trop de choses à ranger. Et puis, tout ce qui est photo, là, je veux que ce soit ma soeur qui garde. Je veux plus voir ça ici. J'ai pris plein d'autres choses. J'ai brûlé. Vraiment, je fais le ménage. Les enfants ne comprenaient pas. Je me mettais dans la voiture. J'allais déposer chez ma soeur. J'ai vidé mes affaires. Je suis allée à la rentrée. J'ai pris les enfants. On est parti là où on vivait. Un mois après, l'élément m'appelle, me dit, mais Joe, dans le dressing, là, tu n'as plus rien. J'ai dit non, je n'ai plus rien parce que je suis partie. Que quoi? J'ai dit c'est ça là-bas, je suis partie. Aïe. Avant de faire ça, c'était un mois de juillet. J'ai regardé mon doigt, j'ai enlevé mon alliance, j'ai mis dans une boîte. Je dis Seigneur, à partir de cet instant, je ne suis plus dans cette union. Et partant de là, facilite-moi les aspects administratifs de cette rupture. Mais je me suis sentie légère ce jour-là. Donc j'ai plié mes bagages, je suis partie. En espérant que mon élément aurait compris qu'on aurait pu faire un truc amiable. Ah non, pas d'amiable. Ah non. Les grosses idées, les grandes philosophies. Dans ma famille, on ne divorce pas. Chez nous, ça ne se fait pas. Et il dit, hé, donc j'ai qu'à mourir. Je dis, mon ami, il n'y a pas de souci. Si chez vous, on ne divorce pas, c'est bon. Mais moi là, je suis partie. Ma religion me le permet. Donc l'amiable, j'ai essayé. Pas possible. Et Dieu merci, comme la personne était un peu fainéante, on n'a pas d'investissement. On a très peu d'investissement, sinon pas d'investissement. Donc, on ne va pas se battre sur du matériel. On ne va pas se battre sur les enfants parce que les éléments n'est pas du genre à garder des enfants. C'est moi qui voulais avoir des enfants. Et ces enfants-là, je les chérissais, je les aimais, je les comblais. Et Dieu m'a donné la force de pouvoir les supporter. Donc, je ne demandais même pas une pension. Mais malgré ça, on voulait me mettre les bâtons dans les roues. Tant qu'à faire, on va prendre un avocat. Donc, j'ai pris une avocate. L'individu a pris son avocat. Il a essayé de me secouer par l'avocat, démontrer que c'est moi qui ai fait un abandon de foyer, etc., etc. Mais bon, c'était tellement facile à gérer ce cas-là. Donc, l'année où elle est venue me dire, bon, ça y est, c'est clair, c'est fini, votre affaire là est coupée, j'ai eu un petit sentiment de tristesse, quoi. Et puis c'est l'avocate qui me dit, bon, ben, écoutez, c'est normal, hein, c'est 20 ans de votre vie. C'est normal qu'une décision comme celle-là vous mette dans un état un peu triste, mais sachez modérer cette tristesse, hein, parce que de l'autre côté, on ne s'est pas battu pour vous retenir. Je te dis que la tristesse même qui voulait venir les repartir en courant. Et ça a été à partir de là les plus belles années de ma vie. Ça a été les plus belles années de ma vie parce que je n'attendais plus rien. Je n'étais pas assis à côté de quelqu'un en espérant que cette personne me donne ce qu'elle ne peut pas me donner. J'étais complètement en paix avec moi-même. Et bizarrement, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à gagner suffisamment en assurance pour pouvoir me lancer dans des défis dans lesquels je ne me serais jamais lancée avant. C'est-à-dire des postes de responsabilité. On va venir me dire, oui, il y a un truc que j'ai dit, moi, je ne peux pas. Pardon, je ne peux pas. Mais là, c'est moi-même qui me mettais devant, chercher des postes de responsabilité. Ils ont commencé, ces postes aussi, à tomber, boum, bam, boum, bam. J'ai commencé à avoir un train, moi-même, à évoluer, à avoir cette assurance. Et je me rappelle un jour, j'avais une réunion dans un bureau. Et puis, je marchais. Mais j'allais que je marchais plus, hein, je flottais dans l'air. Et ce jour-là, j'arrive devant l'ascenseur et puis, il y a un monsieur qui me regarde. Je dis, excusez-moi, monsieur, il y a un problème. Il dit, non. C'est-à-dire que vous avez tellement d'assurance que je suis admiratif. I was like, wouh. Avant ça, je rasais les murs. T'as dit, j'étais là, mes problèmes dans ma tête. I'm like, what? T'as dit, j'étais l'ombre de moi-même. Et puis, je dis à la personne, tu n'es pas le responsable de ça. C'est moi-même qui suis responsable. Rester dans une situation où j'attends des choses, j'attends qu'on me désire, j'attends qu'on m'aime pour moi. Mais tu peux pas. La personne ne peut pas faire ça pour toi. La personne ne peut pas. Mais quand je rentre dans mes procédures d'Eric, là, les gentils petits messages que je voir dans les cellulaires, j'ai dit, bon, on peut dire ça. De ces gentils messages-là, j'ai dit, ouais. Comme on dit dans What is Love, il y a la sorcellerie dedans. Il y avait la sorcellerie dedans. Mon cher,
J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis sortie de là. Et comme mes enfants, je me suis jamais apitoyée devant mes enfants. J'ai jamais pleuré. Au contraire, j'ai toujours dit à mes enfants que la vie, là, quand Dieu t'a donné le souffle de vie, quelles que soient les autres choses que tu veux, dans le genre, je veux un copain, je veux un fiancé, je veux un ceci, si Dieu t'a pas donné là, c'est pas grave. Quand l'heure va venir là, il va te donner. Mais pour le moment là, Dieu te permet de respirer, te permet de marcher, te permet d'avoir des aspirations. Va vers tes aspirations. Et en cela, je ne regrette pas ce que mes parents me disaient quand ils me disaient, bats-toi pour avoir une situation, bats-toi pour être autonome, bats-toi pour ceci, les hommes ça viendra après. Je sais que j'ai utilisé ça de façon extrême, mais ça m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. En ce sens que je ne définis pas mon bonheur par rapport à ce que les gens me portent comme amour. Pour moi, mon bonheur, c'est ce que moi j'apporte aux autres. N'empêche qu'après ça, je suis rentrée dans d'autres affaires toxiques, hein. Mais je les ai vite reconnues. J'ai vite reconnu. Quand je vois que ça... Je dépose. Et je me rappelle que le père d'une amie m'avait dit à l'époque, et ça m'avait marqué. Il se plaignait que sa fille ait suivi un de ses copains, il n'était pas très pauvre. J'ai dit, mais tonton, l'amour rend aveugle. Il dit, ma chérie, l'amour rend pas aveugle. J'ai dit, mais tonton, à quel moment tu sens que tu es en train de t'écarter du droit chemin? Il dit, à partir du moment où tu te détournes des choses dans lesquelles il y a tes intérêts, c'est des éléments qui doivent te faire te poser des questions. En conclusion de tout ça, donc je suis sortie de cette histoire, je ne me suis pas remariée, je n'aspire pas à me remarier, je n'ai rien contre le mariage, mais simplement, je me rends compte que l'amour, on monte, on descend, ça commence par l'amour qu'on a pour soi. Si tu as de l'amour pour toi-même, tu arriveras à accepter que quelqu'un t'aime ou quelqu'un ne t'aime pas, sans pour autant en vouloir à la personne qui t'aime pas, parce que ça ne se commande pas. Il y a aussi une chose quand même que je réalise, sur laquelle il faut quand même faire attention. Quand on dit, j'ai vu telle personne, je vais faire ma vie avec cette personne, il est hyper important de s'attarder sur les valeurs. Comme j'ai raconté l'histoire tout à l'heure, quand on a commencé, on s'est embarqué dedans, boum, on s'entendait bien, on aimait certains concerts, on allait certains films, on faisait plein de choses ensemble qu'on aimait faire ensemble. Mais on s'est jamais assis pour parler de nous-mêmes, des choses qui nous importent réellement. Genre, quelles sont les choses qui feraient que moi, je ne pourrais plus aller de l'avant? Cette conversation, elle n'a jamais eu lieu. Et cette conversation-là, c'est quoi? C'est vérifier les alignements de nos valeurs. Moi, voilà mes valeurs. Toi, voilà tes valeurs. Est-ce que vraiment on a les mêmes valeurs? Même si on prétend qu'on a les mêmes valeurs dans le comportement, est-ce qu'on se rend compte que on est en train de valider ces valeurs-là ou est-ce qu'on est en train d'aller à l'encontre de ces valeurs? C'est cette discussion de valeurs-là que nous, on n'a pas eu du tout. Et moi surtout, parce que moi, mes critères de religion et d'ethnicité étaient tellement mes premiers critères que j'ai minimisé les valeurs parce que pour moi, ça allait ensemble. Ça dit que si tu parles mon ethnie et que tu as... Bon, l'ethnie, c'était plus pour la communication avec les familles, mais surtout si religieusement, on avait ça en commun, ça dit qu'on aurait les mêmes valeurs. Alors que non, les valeurs, là, on ne les valide pas par déduction. On les vérifie. Et on les vérifie sur des bases factuelles. Et ensuite, on fait chemin ensemble. Mais quand tu te lèves et puis tu dis, oh, il aime les films en noir et blanc, j'aime les films en noir et blanc, c'est qu'on a les mêmes valeurs, ça c'est bidé. La seule chose que je crains, c'est que ça impacte les choix de vie de mes filles. J'ai peur de ça. Qu'elles se disent, qu'elles utilisent certaines de mes leçons de vie pour appliquer à leur vie, c'est ça ma seule crainte. Et je leur dis non. Chacun a son chemin de vie, chacun a ses aspirations, et puis tu rentres dans ce que tu as envie de rentrer. Et puis si tu rends compte que ça ne marche pas, tu te déposes. L'amour, c'est le donner et le recevoir. Parce que tu l'appliques au compagnon, que tu l'appliques à ton enfant, que tu l'appliques à tes parents, que tu l'appliques à tes amis, c'est du donner et du recevoir. Si tu n'as pas les deux directions là, ça s'arrête. Et ce n'est plus de l'amour. S'il n'y a pas de retour, ça ne va pas aller loin. Ou ça va s'arrêter. Où ça va se détériorer, où ça va se transformer. Ça va devenir toxique, ça va devenir de la haine, ça va devenir de la dépendance, ça va devenir de l'abus. Il y a une expression en Djoula qui dit que c'est en marchant dans les deux directions qu'on crée le chemin. C'est-à-dire, je vais te voir, tu viens me voir. C'est ça qui va finir par créer un chemin. Si moi je continue d'avancer, et que toi tu ne reviens pas sur le même chemin, quand il va pleuvoir, l'herbe va repousser. Puisque moi je continue d'avancer, plus personne ne revient sur ce même chemin. L'amour c'est la même chose. C'est du donner
et du recevoir. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.